Bonsoir, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. Nous sommes le mardi 15 décembre. Tout de suite, les titres de l'actualité locale. À 10 jours de Noël, le conseil scientifique préconise le recours à des tests au Covid-19 dans certains cas avant d'aller réveillonner. Les campagnes de dépistage se multiplient dans le même temps. Dans le sud Yvelines, une tiny house va sillonner 16 communes pour tester les habitants en zone rurale. L'édition 2020 est certes terminée, mais les dons sont toujours possibles pour le Téléthon. Le week-end dernier à Guyancourt, l'association Jardin Passion Partage a préparé des repas à emporter au bénéfice de l'événement de mobilisation contre les maladies génétiques rares. Enfin, tendance à la fin de ce journal, quels sont les jouets ou jeux qui seront au pied du sapin cette année? Reportage dans une enseigne spécialisée à Montigny-le-Bretonneux. Nous prendrons également le contre-pied dans cette édition en parlant du jouet ancien avec un spécialiste basé à Versailles, François Binetruy. Mais avant de développer ces titres, ils lançaient le mois dernier leur appel du 14 novembre. Une centaine de maires et élus locaux demandaient au gouvernement d'attribuer au moins 1% du plan de relance du gouvernement d'un montant d'1 milliard d'euros aux quartiers populaires. Alors que le projet de loi Finances 2021 sera voté à l'Assemblée nationale ce jeudi, ces élus ont fait part des avancées au cours d'une conférence de presse. Interview collectée par Astrid Bergère. Nous avons été reçus donc par Gérard Larcher et puis par 5 sénateurs. Alors, le Sénat a vraiment montré la voie. Il a montré la voie parce que toutes tendances politiques confondues, nous avons non seulement été écoutés, mais très vite, les sénateurs se sont donné le moyen de nous accompagner sur nos premières demandes et de nous accompagner en urgence. Le Sénat a considéré qu'il était nécessaire de débloquer au moins 500 millions d'euros sur ce milliard promis pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions. Très vite, la création d'un fonds spécifique de 200 millions qui, je vous le rappelle, depuis a reçu un avis contraire du gouvernement, n'a donc pas été retenu. Mais des moyens spécifiques dans les parcours emploi compétences, la création de 80 cités de l'emploi supplémentaires et un zoom très très important sur ce qui était de l'éducatif, c'est-à-dire 50% de programmes en plus sur la réussite éducative, 40 cités éducatives supplémentaires, 150% sur les fonds de la santé et une nouvelle impulsion pour le NPNRU. Et le collectif reste mobilisé pour voir émerger un Conseil national des solutions. Le premier aura lieu à Roubaix en février, sera parrainé par Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville, qui avait créé un plan pour les quartiers populaires. D'ici là, le collectif a prévu de se rassembler ce jeudi 17 décembre devant l'Assemblée nationale, date, je vous le disais, du vote du projet de loi de finances 2021. Dans l'actualité du jour également, le confinement est remplacé depuis ce mardi par un couvre-feu. Il sera effectif de 20h à 6h du matin. Hors de cette plage horaire, vous pouvez donc de nouveau vous déplacer sans attestation. En revanche, de 20h à 6h du matin, les sorties doivent être limitées au strict minimum et munies d'une attestation de déplacement dérogatoire. Les motifs sont affichés, tout ce qui est attrait au trajet professionnel, l'aide aux personnes vulnérables notamment, ou encore la sortie de votre animal de compagnie. Pour cela, limite d'1 heure dans un rayon d'1 kilomètre. Plus d'informations notamment sur les motifs valables sur le site du gouvernement. Et vous le savez, le 24 décembre fait exception. Il n'y aura pas de couvre-feu cette nuit-là pour pouvoir aller fêter Noël en famille. Et à 10 jours de l'échéance, le Conseil scientifique a émis quelques recommandations pour limiter la propagation du Covid-19. S'autoconfiner, notamment une semaine avant le repas, et avoir recours à un test quelques jours avant pour les personnes symptomatiques ou pour celles qui jugent avoir pris un risque. Dans cette actualité, un nouveau centre de dépistage vient d'ouvrir dans le sud Yvelines. Il est installé dans une tiny house appartenant à la commune du Perret en Yvelines. Ce site mobile va sillonner 16 communes rurales dans le mois. Le reportage d'Éléonore Sinoquet. Une tiny house, lieu insolite dans lequel la mairie du Perret en Yvelines a installé un centre de dépistage du Covid-19. Mobile, cet équipement va parcourir pendant un mois minimum 16 communes de l'agglomération Rambouillet-Territoire. Eh bien, les gens vont souvent à Trappes ou parfois vont à Rambouillet où il y a de l'attente. Donc on a décidé nous-mêmes de mettre en place notre dispositif qui est assez unique. C'est adapté particulièrement à la ruralité où aucune de nos communes n'aurions pu avoir ce propre centre de test si nous n'avions pas uni nos forces. Cette tiny house prend ses quartiers les mercredis et samedis sur la place de la mairie du Perret en Yvelines. Ce jour-là, il n'y avait presque que des habitants de la commune qui sont venus effectuer un test PCR. Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative
C'était très intéressant de permettre plusieurs fois par semaine aux gens de la commune de pouvoir venir se faire tester. C'est agréable, c'est spacieux, c'est aéré et puis les gens sont super sympas aussi. Ce centre de dépistage était aussi l'occasion de sortir cette tiny house qui dormait sur un parking depuis 2 ans et achetée 30 000 € par la précédente municipalité. Ça va ? Ouais, ça donne envie d'éternuer. En lien avec le prestataire Loxamed, 2 aides-soignantes ont la charge de réaliser les tests. Moi, avant que j'arrive, je doutais un peu, je savais pas ce que c'était, donc j'ai jamais fait dans ce genre d'endroit. Et finalement, c'est bien pratique. Environ 100 tests sont réalisés par jour, un dispositif facilité aussi grâce aux subventions de la région Île-de-France. Santé également, mais à Guyancourt, un don du sang a eu lieu hier. L'objectif, faire face à la baisse des réserves de produits sanguins. D'autres collectes sont d'ailleurs organisées dans les prochains jours à Saint-Quentin en Yvelines. Célia Gatsongo. 45 minutes pour sauver 3 vies. Le don du sang est vital pour les malades. Une collecte avait lieu hier, lundi 14 décembre, à la maison de quartier Auguste Renoir à Guyancourt. En ce moment, nous n'avons pas trop le choix de la typologie des collectes puisqu'on ne peut pas aller dans les universités, on ne peut plus aller pratiquement dans les entreprises parce qu'il n'y a pas assez de monde. Donc nous organisons ce qu'on appelle des collectes de communes et nous donnons la possibilité aux personnes qui habitent dans le voisinage de venir directement sur le lieu de la collecte. Avec la crise sanitaire, les collectes de sang ont été désorganisées et les donneurs ont été moins nombreux. Le but de ces collectes est donc de recueillir un maximum de dons avant les fêtes. On s'inquiète pour les semaines qui vont arriver, puisque justement on va alléger le confinement, on va pouvoir sortir un peu plus, changer de région. Donc il y a les vacances, il y a les fêtes, mais il faut penser aux malades et il faut venir donner son sang. D'habitude je donne à mon travail, mais là comme on fait télétravail, du coup je donne dans ma ville, dans les salles mises à disposition. C'est important d'aider les gens et puis si ça peut rendre service, c'est tout bénéfique. Et pour ceux qui auraient peur de venir, le port du masque est obligatoire, les distanciations sociales sont respectées et du gel hydroalcoolique est à disposition à toutes les étapes. Comme nous avons des rendez-vous, nous gérons les flux, c'est très important, il n'y a pas d'agglutination de donneurs grâce aux rendez-vous, aux gestes barrières et bien sûr si on a le Covid en ce moment, on ne se présente pas sur la collecte. Il faudra attendre 28 jours après la guérison pour venir donner son sang. D'autres collectes auront lieu ces prochains jours dans de nombreuses villes de Saint-Quentin en Yvelines, comme à Élancourt jeudi 17 décembre, à Montigny-le-Bretonneux vendredi 18 décembre ou encore Villepreux dimanche 20 décembre. Début décembre, le Téléthon enregistrait 836 000 € de promesses de dons dans le département, un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes en raison de l'annulation des animations pour cette édition, épidémie oblige. Mais la générosité se poursuit en faveur de l'événement pour la recherche contre les maladies génétiques rares. À Guyancourt, le week-end dernier, l'association Jardin Passion Partage préparait des repas à emporter, les bénéfices reversés au Téléthon. Le reportage d'Astrid Bergère et de Nicolas Dandry. L'association Jardin Passion Partage basée à Guyancourt a innové. D'habitude, elle a un stand le week-end du Téléthon, mais cette année, face aux mesures sanitaires, les membres ont décidé de préparer des repas destinés à la vente. 3 opérations ont eu lieu en juillet, en novembre et la dernière ce week-end. Et pour préparer la centaine de repas, il a fallu s'organiser. La préparation, c'est depuis 10 jours. On est allé 2 fois à Paris, dans le 13e, au quartier asiatique, pour acheter nos produits. C'est un peu moins cher qu'ici, puis on a beaucoup plus de choix. On a fait des stockages des produits secs ici. Puis après, on est allé à différents magasins d'ici pour acheter du frais, des légumes, de la viande, tout ça. Au menu cette fois, des plats asiatiques entièrement préparés par l'équipe. Les pâtés de crabe, fait maison. Les nouilles sautées, fait par mon amie Alice. Après, on a fait la salade de fruits. On a acheté des fruits en boîte exotiques. On a coupé en plus des ananas, des mangues, des fruits de la passion, des kiwis en plus pour compléter. Après, j'ai fait des cookies aux cacahuètes, au sésame, au gingembre. Et ça fonctionne, le menu complet était à 20 €, une façon de manger un bon repas et de contribuer à la recherche médicale. Et en plus, c'est pour une bonne cause parce qu'il y a le Téléthon qui est derrière. Et comme les activités du Téléthon cette année en extérieur, c'est un peu limité, et j'en suis à mon 3e repas que je fais pour le Téléthon. Au total, avec ces 3 opérations de drive repas et quelques ventes supplémentaires, l'association a récolté un peu plus de 3 000 € intégralement reversés au Téléthon. D'accord. Non,
Noël, c'est dans 10 jours et s'il y a bien une chose qui ne changera pas cette année malgré la crise sanitaire, ce sont les cadeaux au pied du sapin. Pour les enfants, la mode est néanmoins au retour au grand classique dans les listes au Père Noël. Les dernières tendances avec Mélanie Poquet et Bichente Merien Santisteban. Des livres, il y aura, parce qu'ils aiment bien lire mes enfants, et puis des jeux de construction. Playmobil, Barbie, mais surtout Lego. Ces noms reviennent souvent parmi les demandes des clients dans les magasins de jouets. Les enseignes attendaient la période des fêtes de pied ferme pour rattraper une année compliquée. Vous avez les franchises qui fonctionnent bien, comme Lego, Mario, comme Star Wars, qui fonctionne toujours très bien, ou Harry Potter. Mais on a les gammes propres à Lego, avec toute la gamme City, qui est donc l'organisation de la ville, des pompiers, des aéroports, de la police, qui fonctionne aussi toujours très très bien. C'est le classicisme qui reprend, les valeurs sûres. Du classique donc, tel que le Monopoly, le Cluedo et autres jeux de société. Une catégorie qui a beaucoup de succès grâce aux habitudes prises par les Français pendant le confinement. On a également des jeux de la société Asmodée qui est basée à Guyancourt. Donc nous faisons dans la proximité beaucoup de jeux d'escape game, d'enquête policière, de découverte de trésors, de choses comme ça. Pas de souci pour les retardataires, les rayons sont pleins et prêts à supporter les demandes de chacun. Une bonne nouvelle pour les enfants également, qui ne seront pas oubliés. Au pied du sapin, il va y avoir des jouets, parce qu'après l'année quand même très particulière que tout le monde a vécue à cause de la pandémie, les enfants seront probablement très gâtés au pied du sapin. Les magasins de jouets sont donc de retour. Ils misent beaucoup sur l'activité de Noël, représentant 65% du chiffre d'affaires de l'année. Prenons à présent notre machine à voyager dans le temps pour parler du jouet ancien qui a encore son mot à dire. François Binetru est avec nous en visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes collectionneur basé à Versailles, collectionneur de jouets d'optique depuis l'âge de 7 ans. Et depuis 40 ans, depuis l'année 1980, vous vendez des jeux et des jouets anciens. Depuis quelques années d'ailleurs, ces ventes se font exclusivement en ligne. Déjà, pourquoi cette passion? D'où vous vient la passion du jouet ancien? Alors, assez bêtement, d'une rencontre de jouets quand j'avais 6 ou 7 ans, mon père étant quelqu'un qui allait beaucoup dans les brocantes de l'époque, et des découvertes de jouets quand j'avais 6 ou 7 ans qui m'ont amené dès cet âge-là à devenir collectionneur, puis marchand depuis mes 20 ans. Et je le disais, vous êtes collectionneur plus particulièrement de jouets d'optique. Qu'est-ce qu'un jouet d'optique ? Alors les jeux d'optique, c'est tout ce qui a amené au cinéma aujourd'hui. Ce sont des jouets qui ont débuté pratiquement aux alentours du XVIIe siècle, avec les anamorphoses, avec les lanternes magiques, avec les boîtes optiques. Puis ensuite, au XIXe, les premiers jouets qui ont fait le mouvement. Donc ça se termine beaucoup en scope, phénakitoscope, tomatrope, praxinoscope, zootrope, et qui a amené en 1895 au cinéma. Alors, dans les images qui s'affichent actuellement, on a vu notamment un jouet d'optique, mais il s'agit d'un petit éventail de votre large collection que vous proposez à la vente. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. D'après vous, quel est le charme du jouet ancien par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Quel est son charme au jouet ancien? Alors, moi je ne le comparerai pas à ce qui se fait, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Je dirais que l'intérêt du jouet ancien, c'est que le jouet a toujours été une image de son époque. C'est ce que j'allais vous demander, c'est un témoin de l'époque, finalement, le jouet? Absolument. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, les jeux de cartes sous la Révolution française, les rois et les reines étaient supprimés pour être remplacés par d'autres figures. Les jouets de guerre de 1870, de 1914 et même pendant la guerre de 39-45, des jeux ou des jouets ont été faits en relation avec ces guerres. Et les jouets, en réalité, sont vraiment un reflet très important de l'histoire de leur époque. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de nombreux adeptes des jouets anciens ou est-ce que ça se perd finalement? Alors, entre les deux, il y a encore énormément de collectionneurs, mais bien évidemment, il y a une certaine évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir des collectionneurs de Goldorak ou de la Star Wars, ce qui n'existait évidemment pas il y a 50 ans.
Donc ça évolue au fil des années. Alors votre fonds, je le disais, est très large. Il y a des jeux datant du XVIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, des jouets du XVIIIe jusqu'aux années 1970. Qu'est-ce que vous vendez mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce que vous vendez en termes de jouets et de jeux? Alors, évidemment, il y a le grand classique, ce sont les Dinky Toys. Les petites voitures, c'est certainement le thème le plus collectionné au monde. Il y a les soldats de plomb, qui restent depuis le XVIIe siècle jusqu'à maintenant un sujet parmi les plus collectionnés au monde aussi. C'est pas forcément après ce que tout le monde apprécie. Moi, voilà, je peux faire par exemple, j'aime beaucoup les jeux. Moi, j'aime beaucoup les jeux d'échecs. J'aime beaucoup les jeux de cartes, justement parce qu'ils sont toujours en relation avec leur époque. Mais les Dinky Toys sont également en relation avec leur époque. Il est évident que les collectionneurs de 80 ans collectionnent les Dinky Toys des années 50. Et les plus jeunes vont collectionner les Dinky Toys des années 70. Une dernière question, la question qui fâche peut-être, est-ce que ça coûte cher de s'offrir un jouet ou un jeu ancien, où il y a finalement pour tous les prix? Ça peut coûter très cher, mais on peut aussi faire une très jolie collection pas très cher. C'est-à-dire que la gamme de prix va commencer à quelques dizaines d'euros, pour monter jusqu'à quelques centaines, voire 1000 ou 2000 euros pour avoir déjà une très très jolie collection, très correcte. Maintenant, bien évidemment, il y a des jouets, comme dans tout, comme dans les tableaux, comme dans tout, il y a des jouets qui valent extrêmement cher. Et on retrouve votre boutique en ligne via le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Merci François Binetruy d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes marchand de jeux et de jouets anciens et vous êtes basé à Versailles. C'est l'un des rares marchés de Noël à avoir été maintenu à Maurepas. 1500 personnes sont venues acheter quelques cadeaux ou prendre une photo avec le Père Noël ce week-end. Retour sur cet événement dans un contexte aussi particulier avec Éléonore Sinoquet et Nicolas Dandry. Il a eu lieu du 11 au 13 décembre. Le traditionnel marché de Noël de Maurepas fait partie des rares animations des fêtes de fin d'année à avoir été maintenu à Saint-Quentin en Yvelines. Il y avait une vraie demande des commerçants et comme la préfecture nous l'a autorisé, avec bien sûr des mesures sanitaires incontournables, c'est un choix politique, mais nous avons fait également choix politique de ne pas maintenir la patinoire, ni les activités pour les enfants, ni la chorale, ni l'inauguration, pour qu'il n'y ait pas de rassemblement trop important. Pas plus de 246 personnes en même temps et désinfection obligatoire des mains, des contraintes sanitaires strictes, mais un marché maintenu pour le plus grand bonheur des commerçants. En cette période particulière, c'est pour montrer aussi qu'on existe, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on existe sur Maurepas et Coignères, donc c'est un bon moyen de se montrer surtout. C'est le seul qui est où on peut être présent et ça fait du bien de pouvoir avoir ce contact qu'on n'a pas eu depuis des mois et qui nous manque. 1500 personnes sont venues pour ce traditionnel marché de Noël. Ouais, ça fait plaisir. Avec ce contexte et tout, ouais, c'est vraiment agréable, ça permet de changer un peu les idées et puis retrouver un peu les traditions habituelles, quoi. Je trouve que le marché de Noël est très sympa, il y a l'esprit de Noël, ça reste un petit marché mais c'est important quand même de l'avoir maintenu. Avec le Covid on ne peut pas trop sortir, du coup ça fait du bien de se promener dans les marchés de Noël. Un marché réussi pour la municipalité et qui a permis d'avoir un peu l'esprit de Noël dans ce contexte de crise sanitaire. Et justement, pour refermer ce journal, un mot de la star du moment qui prépare sa grande tournée. C'est le Père Noël, bien sûr, que nous avons croisé à Maurepas. Est-ce que les cadeaux seront bien prêts à temps cette année? Voici sa réponse. Il faut savoir que c'est compliqué, comme pour tout le monde, mais tout se passe bien. Les enfants recevront leurs cadeaux, comme tous les lutins sont en train de travailler, aussi masqués, comme moi. Et pensez bien à vous protéger, c'est très important, les enfants. Nous voilà rassurés. Merci, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée à tous avec TV78.